Cet anime suit la vie d'un esclave d'entreprise japonais traditionnel. Ce type n'avait pas de vie sentimentale et travaillait des heures durant. Le summum de son bonheur consistait à sortir avec ses collègues, à rendre visite aux filles au travail et à boire quelques verres pour dépenser une partie de l'argent qu'il gagnait. Alors qu'il rentrait chez lui après s'être fait sucer l'âme par une jolie fille, il réfléchissait au genre de vie qu'il menait. C'est alors qu'il n'a pas remarqué le camion Isekai et s'est retrouvé traîné vivant sur 30 mètres jusqu'à ce qu'il perde la vie à cause d'une perte de sang. Après ce jour tragique, il s'est réincarné dans un monde fantastique, plein de magie, d'êtres magiques, de héros et même de rois démons. Le premier souvenir qu'il a de ce monde est celui d'avoir été le seul survivant d'une attaque de démons. Il est trouvé par un sorcier appelé Merlin, qu'il adopte. Il reçoit le nom de Shin et devient le petit-fils de Merlin, le seul élève du vieil homme, dans une région complètement isolée du reste du monde. Grâce à ses connaissances et à sa façon de vivre dans le monde moderne, il devient exceptionnel dans tout ce qu'il fait, qu'il s'agisse de magie ou d'escrime. Un jour, Shin, qui n'a que 8 ans, se rend dans la forêt pour chasser son dîner. Il se cache dans un buisson et, à l'aide de sa magie du vent, il chasse des poulets qui ne se doutent de rien. Il attrape également un sanglier et, satisfait de sa journée de chasse, il rentre chez lui et les montre à Merlin, qui est impressionné que le garçon ait réussi à tuer un sanglier. Il décide alors de tester les capacités magiques de Shin et lui demande d'utiliser la magie des flammes. Shin y parvient en imaginant que le poêle s'allume, ce qui lui permet de créer des flammes bleues, ce qui surprend son vieux père. Et s'il y a bien une chose qui rend Shin heureux, c'est que dans ce monde, il n'a pas besoin de réciter des sorts, parce qu'il préfère mourir que d'être un sorcier qui récite des sorts. Merlin de Boeing, son professeur de magie, et Michael Cullen, qui est en fait son instructeur d'épée, arrivent au chalet et la vieille merde engueule immédiatement Shin pour avoir chassé un sanglier, qui est en fait un animal nuisible qui se reproduit comme mes hamsters. Elle dit que la chasse au sanglier est très dangereuse pour quelqu'un de son âge, mais il explique que ce n'est pas si dangereux, étant donné qu'il a utilisé l'équipement magique qu'ils ont fabriqué ensemble et qu'il a également reçu un bon entraînement, à la fois physique et magique. Petit garçon humiliant la vieille femme dans les arguments. 2 ans après toute cette histoire, Merlin emmène Shin à la chasse aux démons parce qu'il pense que le garçon doit se battre contre des ennemis puissants. Il explique que les démons naissent lorsque les animaux normaux ne parviennent pas à contrôler l'énergie magique qui les traverse, ce qui les pousse à se développer furieusement. Il y a longtemps, un humain s'est transformé en démon et a failli détruire une nation. Mais heureusement, ce démon a été vaincu et celui qui l'a vaincu a fini par recevoir le titre de héros de la nation. Il apprend à Shin un sort de recherche magique qui consiste à répandre le mana du corps en une très fine couche sur toute la zone environnante. Et lorsque son mana entre en contact avec une autre signature magique, le mana réagit et identifie son emplacement. Merlin dit qu'il faut beaucoup de temps pour maîtriser cette disgrâce, mais Shin pirate la réalité et parvient à utiliser cette magie du premier coup. De plus, Shin surpasse Merlin lui-même en parvenant à trouver des créatures très éloignées. Soudain, Shin perçoit une énergie sinistre provenant d'un endroit, comme si une créature était remplie de ténèbres. Il se précipite sur place et découvre un démon, dégageant la puissance de Hoth. Le garçon dégaine rapidement son épée et sans hésiter, il s'élance vers le démon, faisant vibrer son épée à un niveau ultrasonique, et une telle puissance combinée à ses bottes magiques fait qu'il ne lui faut qu'une seconde pour éliminer le démon. Tout s'est passé si vite que Merlin n'a même pas réussi à réagir ou à prévenir le garçon que cette créature est vraiment puissante. Et Shin, voyant Merlin debout, a juste demandé s'il avait fait quelque chose de mal. Merlin demande au garçon ce qu'il a bien pu faire avec l'épée vibrante, mais Shin garde ce pouvoir secret, car dans sa vie passée, il souffrait d'éjaculation précoce, et il a donc développé la capacité de secouer sa main comme un fou. Cette capacité, combinée à la magie, a permis à Shin de transformer n'importe quoi en un puissant objet tranchant. Le lendemain, il reçoit un entraînement au combat brutal de la part de Michael. Après l'entraînement, Merlin l'emmène dans les montagnes, où le vieil homme lui révèle qu'il n'est pas son vrai petit-fils et qu'il a été trouvé au milieu des décombres d'une attaque de démons. Shin s'enquiert de ses vrais parents, mais Merlin lui explique qu'ils sont devenus méconnaissables après l'attaque des démons. Shin a de vagues souvenirs de ce jour-là, et malheureusement, il a déjà accepté le fait qu'il n'a pas de parents. Il dit à son vieux père qu'il ne considère que lui, le vieux Merlin, Michael et Melinda comme sa famille, car ce sont eux qui l'ont élevé. Ces mots font fondre Merlin en larmes, comme un bébé qui pleure. Après cela, le jour de son 15e anniversaire, tout le monde a organisé une fête pour célébrer son passage à l'âge adulte. Sa famille a amené quelques invités spéciaux à la fête, dont un homme que Shin appelle son oncle idiot. Cet homme est toujours accompagné de ses 2 gardes. Pendant la fête, ils demandent à Shin ce qu'il ferait une fois adulte, et il répond qu'il aimerait explorer une ville voisine, parce qu'il n'a jamais quitté la forêt. De plus, il n'a aucun but dans la vie. La femme, appelée Christina, lui suggère de rejoindre les chevaliers royaux ou de devenir chasseur de démons. Tout le monde fait des suggestions, puis Shin révèle qu'il ne sait même pas comment faire payer son service, car on ne lui a jamais appris à utiliser de l'argent. Il s'avère que Merlin ne lui a enseigné que la magie, et rien d'autre, parce qu'il pense que Shin est assez intelligent pour l'apprendre lui-même. Après cela, tout le monde se rend dans un endroit isolé, en passant par une porte qui permet à chacun de se déplacer vers un autre endroit. Il s'avère que Shin va faire une démonstration de son pouvoir, et en raison de la force du garçon, il est
préférable qu'ils le fassent dans cet endroit. Merlin leur dit de se préparer et demande à Shin de montrer son pouvoir. Shin commence par imaginer le feu d'un poêle, ce qui génère une flamme bleue. Tout le monde est choqué, mais ce n'est que le début. Shin ajoute de l'hydrogène à sa magie et comprime l'énorme boule de feu en un seul point, avant de la tirer sur une colline voisine. L'explosion qui en résulte ressemble à une mini-bombe nucléaire, ce qui suffit à effrayer tout le monde, en particulier Merlinda. Cette démonstration amène le groupe à conclure qu'il serait trop risqué de laisser un agent talentueux comme Shin devenir un jeune vagabond, et ils demandent au roi de l'engager comme son arme biologique d'extermination massive. Cependant, il est suggéré à Shin de s'inscrire dans une académie de magie. Mais Merlin n'aime pas cette idée, car il y a des femmes à l'académie, et elles pourraient manipuler Shin pour qu'il détruise le monde. Au fil de leur conversation, Shin finit par comprendre que celui qu'il appelle son oncle est le roi d'une nation, et que tous ceux qui l'entourent sont de puissants guerriers du royaume. Il y a longtemps, lors d'une invasion de démons, Merlin et Merlinda ont sauvé la nation d'une attaque de démons, et ils sont les héros des histoires. En plus d'être coéquipiers, ces vieillards forment un couple, et le fait d'imaginer qu'ils font l'amour la nuit pendant qu'il étudie lui donne envie de mourir. Tout le monde dit à Shin qu'il serait bien qu'il devienne élève, mais qu'il doit se méfier des filles magiques, surtout celles qui ont les cheveux bleus, car elles sont irrésistibles. Shin trouve tout cela stupide, mais accepte d'aller à l'académie parce qu'il veut apprendre à connaître le monde. Le roi explique à Shin qu'à l'académie de magie qu'il a créée, il utilise la méritocratie pour déterminer les meilleurs étudiants, de sorte qu'il n'a pas à s'inquiéter de ne pas être d'origine noble. Tout est convenu, et maintenant Shin va étudier dans une académie. Quelques jours plus tard, Shin, Merlin et Melinda partent pour la capitale afin de passer l'examen d'entrée. Lorsqu'ils arrivent à la capitale, un garde devient fou en voyant Merlin et Melinda ensemble. Après tout, ces deux-là sont les héros les plus puissants et les plus respectés du royaume. La nouvelle de leur arrivée se répand comme une traînée de poudre dans la ville, et ils se précipitent dans leur manoir, où ils sont accueillis par des tonnes de servantes et de majordomes. Shin est surpris par la fortune de sa famille, mais l'ignore et s'amuse à explorer les lieux. Il finit par se perdre dans une ruelle et entend soudain des cris provenant d'une grotte harcelée par trois aventuriers. Shin, dégoûté par leur comportement, part aider la jeune fille, et l'un des hommes tente de le frapper, mais il est trop lent pour Shin, qu'il esquive facilement. Il jette l'homme au sol en un instant et assomme le second d'un coup de pied rapide. Le troisième homme saisit rapidement une dague et court vers Shin, mais celui-ci intercepte simplement la dague avec sa main et frappe l'homme d'un coup de poing rapide. Après une telle démonstration de puissance, la fille qui a été sauvée par Shin lui demande s'il est blessé quelque part, et Shin lui révèle que sa troisième jambe est blessée et qu'elle doit l'aider à arrêter le saignement. La jeune fille s'apprêtait à le faire, mais une de ses amies se présente pour remercier Shin, et notre héros finit par tomber amoureux de ce nouveau personnage au premier coup d'œil. Les filles se présentent comme Maria et Cécile, et il découvre qu'elles fréquentent également l'académie de magie. De plus, elles sont toutes deux de grandes fans des grands héros, et sont ravies qu'un membre de leur famille rejoigne l'académie. Shin se sent soudain mal à l'aise et ne veut pas révéler son identité. Il va donc payer les boissons des filles et s'en va. Le jour de l'examen, Shin tente de se frayer un chemin à travers le conseil d'administration, mais un noble très impoli essaie de l'attraper par l'épaule. Cependant, il lui tord le bras par mesure de sécurité, et le garçon très en colère, nommé Eikichi, utilise sa position de noble pour essayer de menacer Shin. Heureusement, le prince héritier, Auguste, arrive, et Shin se souvient de la punition qu'il a reçue pour avoir utilisé sa position de noble à l'école, remettant Kurt à sa place. Kurt décide de partir car personne ne veut d'une quelconque rivalité avec la famille royale. Shin est choqué de découvrir qu'il est le fils du roi, qui est en l'occurrence l'homme qu'il considère comme un oncle. Il finit par appeler Auguste son cousin, ce qui fait rire ce dernier de la façon dont Shin a agi avec tant de désinvolture à l'égard du prince héritier. Heureusement, Auguste n'a pas l'air de s'en préoccuper. Ils passent tous l'examen écrit dans la même pièce, puis l'examen pratique. Shin est très excité à l'idée de voir d'autres personnes utiliser la magie, mais il est choqué lorsqu'un garçon se met à fredonner devant tout le monde pour ne faire apparaître qu'une minuscule flamme. Tout le monde semble impressionné, sauf Shin, qui est de plus en plus dégoûté. Après tout, le candidat suivant n'a pas fait mieux que le premier, et celui d'après non plus. Shin ne peut que regarder avec déception, et quand vient son tour, l'instructeur lui dit de garder ses pouvoirs sous contrôle. Après tout, l'instructeur lui-même a été prévenu par le roi que ce garçon sera la future machine à tuer du royaume, qu'il va saucissonner tout le monde. Même en réduisant sa puissance au minimum, Shin détruit toute la salle de test. C'est ainsi qu'il réussit. Le jour où ils récupèrent leurs uniformes, la réceptionniste révèle que leurs tenues ont été enchantées avec de la magie défensive et demande aux élèves de ne pas les enchanter. En réponse, Shin demande s'il peut laisser Melinda le faire, ce qu'elle accepte, et ajoute qu'il a obtenu la meilleure note à l'examen d'entrée et qu'il doit donc faire un discours lors de la cérémonie d'admission. Shin tente immédiatement de forcer Auguste à le faire, puisqu'il est le prince héritier. Mais le prince joue très bien ses cartes, rappelant à Shin la règle selon laquelle, dans cette académie, le pouvoir passe avant la noblesse. Attristé, Shin se concentre sur l'enchantement de ses vêtements à l'aide d'un stylo spécial. Il invente son propre enchantement, qui non seulement agit comme une défense parfaite, mais permet aussi la guérison automatique et la génération de mana à partir de l'énergie cinétique, ce qui laisse Melinda sous le choc. Elle fait alors promettre à Shin
Shin qu'il ne révélera à personne qu'il a enchanté son propre uniforme, ce que le garçon accepte. Lors de la cérémonie d'entrée, le nom de Shin est prononcé dans son discours, et les filles réalisent enfin qu'il est le petit-fils du grand héros. Et évidemment, elles se mouillent déjà. Après tout, elles ont déjà rencontré le fils du héros et ont été sauvées par lui. Shin fait calmement son discours, tandis que Kurt déborde de colère et de haine, avec l'envie de tirer et de se tuer. Après cela, Shin, Auguste et les plus beaux sont placés dans la classe de rang S, et tout est normal, jusqu'à ce que Cécilie révèle qu'elle est harcelée par un homme dont la famille a un rang plus élevé que la sienne. Shin finit par être heureux qu'elle le lui ait dit. Maintenant, il peut la protéger, et il se rend vite compte que l'homme est Kurt. Il entre et essaie d'attraper Cécilie fermement, puis Shin l'arrête, et Kurt révèle qu'ils sont tous les deux fiancés. Alors Shin pense à reculer et à la respecter. Mais voyant cette belle grotte tremblante de peur, il décide de la protéger. Heureusement, elle dit qu'elle n'a jamais accepté les fiançailles, et qu'il devrait arrêter de la forcer à l'épouser. Mais Kurt dit que son père pourrait lui faire regretter de ne pas l'avoir épousée. C'est alors qu'Auguste s'avance et dit que si Kurt continue, il devra signaler qu'un vilain nétron comme lui menace une belle grotte en utilisant le rang de noble dans une école où la noblesse ne devrait pas avoir de valeur. Alors, toujours grâce au prince, Kurt s'en va. Une fois cela fait, Auguste taquine Shin en lui disant qu'il montre son courage devant une belle grotte, ce qui fait honte à Shin. Et par peur que la grotte soit harcelée sur le chemin du retour, Shin décide de l'escorter. Et Maria accepte immédiatement, car c'est l'occasion rêvée pour elle de mieux connaître le fils du grand héros. Auguste décide également de l'accompagner, et les compagnons du prince, celui qui a les yeux et Thor, sont également de la partie. À la maison, Shin présente chacun de ses nouveaux amis à leurs grands-parents, puis il explique la situation de la belle-fille aux cheveux bleus. Et pour l'aider à rester en sécurité, il demande la permission de changer la défense de l'uniforme de Cécilie. Melinda demande alors si Cécilie est digne de recevoir une telle protection. Et Shin répond en disant qu'il a l'intention d'en prendre la responsabilité. Mais Melinda explique la vraie raison de sa question. Elle révèle qu'un uniforme enchanté par lui deviendra un trésor national qui pourra être vendu pour une somme incroyable et que dans 2000 ans, cet uniforme sera utilisé par les aventuriers, ou héros, comme un objet qui décidera d'une bataille. Cécilie se met alors à sangloter et révèle qu'elle a fait quelque chose de mal. Profitant de la gentillesse de Shin, elle décide de refuser l'aide et de partir. Mais Melinda se rend compte qu'elle est une très bonne fille et l'encourage à accepter ce trésor en raison de son honnêteté. Elle fait aussi promettre à tout le monde de ne parler à personne de son enchantement, car si la population apprend que Cécilie a reçu un tel objet gratuitement, tout le monde le voudra, et cela posera des problèmes à Shin. Finalement, tout le monde est d'accord. Si c'était mon royaume, je confierais à Shin la responsabilité d'être l'attaquant numéro 1, le porteur de la bombe nucléaire, le portail portable. Si ici, au Brésil, je dois m'acheter un téléphone portable et aller chez le politicien, pourquoi Shin ne le pourrait-il pas? Finalement, la tenue est prête, et Shin utilise sa magie de recherche pour la mettre en sécurité, tout en l'emmenant à l'école. Elle apprécie sa gentillesse, mais leur romance matinale isole Maria. L'année scolaire vient à peine de commencer que Maria tient déjà une bougie. À l'école, une jeune fille aux cheveux jaunes arrive en courant juste à temps pour le cours. La jeune fille, qui s'appelle Alice Kurna, explique qu'elle était tellement excitée par son premier jour d'école qu'elle n'arrivait pas à dormir. Félicitations à elle. Mais ces lignes amènent Shin à se demander pourquoi un système mondial permet à un garçon de 15 ans d'être considéré comme un adulte. Alice ressemble-t-elle à une adulte? Non. Le professeur arrive et leur fait immédiatement visiter l'école. Il leur parle des différents clubs, dont la magie, les potions et le culturisme, et les prévient de s'inscrire à l'un d'entre eux. Julius admire beaucoup le club de culturisme, mais il sait qu'il ne peut pas s'y inscrire. Cependant, Augustus estime que c'est l'occasion idéale pour lui de se libérer de ses chaperons et encourage Julius à s'inscrire dans le club de son choix. Et lorsqu'on demande à Shin quel club il aimerait rejoindre, il répond qu'il n'en a aucune idée. Augusto suggère qu'il crée son propre club, et le professeur ainsi que toute la classe soutiennent cette initiative. Mais Thor soulève une question importante. Quel serait le but de ce club? Alice suggère que Shin leur parle des héros, mais il s'avère qu'il existe déjà un fan club pour les héros, et le club était finalement rebaptisé Groupe d'études de la meilleure magie. Le lendemain, à l'école, le groupe découvre que Kurt a été puni, et lorsque Shin demande pourquoi, il se comporte de manière agressive, comme un putain d'animal en colère. Tout le monde explique qu'il n'a pas toujours été comme ça, et qu'il n'a changé que lorsqu'il a commencé à aller au laboratoire, où un professeur appelé Oliver menait ses expériences. Apparemment, le seul élève qui communique avec ce professeur est Kurt, tandis que les autres élèves n'aiment même pas étudier, ce qui est normal dans une école. Le temps passe et le besoin de Shin d'accompagner Cécilie n'existe plus. Cela rend Cécilie triste, et Maria regarde son amie amoureuse. Cependant, sa tristesse disparaît lorsque Shin révèle qu'il continuera à l'accompagner, même si Kurt n'est plus un problème. La jeune fille, elle est touchée de savoir qu'il veut l'accompagner et lui demande presque de l'épouser, mais elle se tait. Il révèle à tout le monde sa capacité à sentir les mauvaises intentions. Et avant qu'il n'ait fini de s'expliquer, tout le monde se demande si c'est vraiment possible. Il explique alors que le pouvoir des démons est naturellement maléfique et que les personnes qui ont le plus d'intentions brillent d'une couleur similaire à celle des deux démons. Lynn lui demande alors s'il a déjà chassé un démon et, avec un sourire innocent, il répond qu'il a tué plus d'1 millier de
démons, ce qui laisse tout le monde sous le choc. Shin n'arrête pas de se vanter et raconte qu'il a chassé son premier démon à l'âge de 10 ans. L'ennemi était un ours démoniaque de 3 mètres de haut, qu'il a facilement vaincu. À l'extérieur de la cafétéria, Shin sent une présence immunitaire qui s'avère être Kurt, qui s'approche d'eux et les attaque immédiatement avec sa magie de flamme. La barrière de Shin tient à peine. Il demande donc au groupe d'activer leurs uniformes. Ils le font, et grâce au pouvoir de Kurt, les mains de Shin sont brûlées par l'intensité de la chaleur, mais son système de guérison automatique se met en marche pour résoudre les brûlures sur sa peau. Ils se rendent compte que Kurt veut leur ôter la vie et se préparent à se battre. Kurt continue de répandre une aura négative et se transforme lentement en démon. Shin demande immédiatement à Auguste de mettre ses amis à l'abri pendant qu'il bat Kurt à plate couture. Auguste se met alors en colère car Shin ne croit pas en ses amis pour ce combat, mais Shin dit qu'ils doivent se retirer pour leur propre sécurité. Auguste se rend compte que Shin a raison et met tout le monde à l'abri. Puis, sans personne pour le distraire, Shin active ses flammes bleues, prêt à se battre. Kurt attaque, tandis que Shin tente de le ralentir, mais ces petites flammes causent beaucoup plus de dégâts que prévu. Pendant le combat, Kurt se met à jurer contre Shin, ce qui le surprend, car on lui a appris que les démons ne devaient pas pouvoir parler. Il utilise alors la magie de la foudre sur Kurt, et même si cette magie cause quelques dégâts, ce n'est pas suffisant pour arrêter les mouvements de l'ennemi. Pendant que Kurt reste furieux, Shin essaie de trouver un moyen de sauver cette pauvre âme de la mort. Mais les chances qu'il puisse sauver Kurt sont de plus en plus minces, car ses pouvoirs magiques ont commencé à s'accumuler à un tel rythme que Kurt est pratiquement en train de s'autodétruire. Se rendant compte que le rayon d'explosion de Kurt détruirait l'école, Shin saisit sa lame ultrasonique et se précipite sur lui, évitant ses attaques avant de le tuer. Il tombe à genoux en réalisant qu'il vient de tuer quelqu'un, et peu après, ses amis arrivent, surpris de voir que Shin est sorti victorieux du démon. Or, le professeur Oliver a des vues sur Shin. Quand Auguste arrive, Shin révèle que les circonstances de la transformation de Kurt sont absurdes, et Auguste est d'accord, puisque Kurt n'avait pas assez de connaissances magiques pour lancer un sort qui l'aurait transformé en démon par erreur. Auguste en déduit donc que Kurt a peut-être été artificiellement transformé en démon, car il a gardé ses sens, contrairement à un démon normal. Ils en concluent que Kurt a peut-être été victime d'un test sur des êtres humains. Plus tard dans la journée, ils rentrent chez eux et trouvent le roi à leur service, attendant Shin. Il décerne un certain honneur au mérite pour avoir évité une crise dans sa nation, ce qui laisse Shin surpris. Mais Merlin confronte le roi, qui explique rapidement que l'incident s'est déjà répandu dans tout le pays et qu'il serait maintenant impossible de refuser la récompense au héros Shin. Il promet à nouveau de tenir Shin à l'écart des affaires politiques, mais cette fois, il devra accepter la récompense en tant que héros, ce que Merlin finit par accepter. Le lendemain, Shin devient le sujet de conversation de la ville, ce qui rend le chemin de l'école plutôt inconfortable, car toutes les filles veulent maintenant épouser un nouveau Pokémon puissant avec lui, mais Sisiri l'a lié à Shin, ce qui fait que les filles comprennent qu'il est compromis. À l'école, tout le monde se précipite pour rejoindre le club de Shin, ce qui inquiète le professeur, qui pense que la meilleure chose à faire est de limiter le nombre d'élèves qui peuvent rejoindre un club. Finalement, il décide que seuls ceux qui ont la capacité de stocker des objets dans une autre dimension peuvent rejoindre ce club. Tout étant réglé, seul Marc, fils de forgeron, et son amie d'enfance Olivia, dont la famille est propriétaire d'un restaurant, rejoignent le club. Alice et ses amis sont de grands fans de la nourriture préparée par la famille d'Olivia. Alors Olivia promet de leur réserver une table, et Shin révèle qu'il aimerait avoir une arme personnalisée. Mais Marc dit qu'il peut à peine faire un couteau. Alors Shin devra attendre, car l'épée qu'il a utilisée pour tuer des démons doit être exceptionnelle. Cependant, Shin explique qu'il a utilisé une épée normale, enchantée pour vibrer à la vitesse des ultrasons. Cependant, comme les épées sont fines, elles se cassent facilement, et il explique qu'il veut une arme personnalisée en douceur. Yuri, une camarade de classe au profil charmant, commente le talent remarquable de Shin. Et comme la fille est jolie et qu'elle l'a draguée, il propose de faire ce que la fille veut. Il veut être présenté à Melinda, et la fille accepte rapidement l'offre. De l'autre côté de l'écran, il y a ce fichu professeur qui fait l'objet d'une enquête par l'ordre des chevaliers. Toutes ses options d'évasion sont supprimées. Il est donc forcé de révéler qu'il menait en fait des expériences sur des êtres humains. Et maintenant qu'ils l'ont tous découvert, il les éliminera. Un homme apparaît, pensant pouvoir vaincre un professeur à l'allure folle, et comme prévu, il est facilement vaincu, ce qui oblige Shin à essayer d'arrêter ce professeur. Shin l'attaque simultanément avec son épée et sa flamme, mais il bloque l'attaque avec son bouclier et parvient à esquiver toutes les attaques, tandis que Shin continue d'essayer de le découper. Mais il n'arrive à rien avec ses coups d'épée. Il utilise la magie de la terre pour le placer dans les airs, dans une position impossible à fuir. Cependant, Oliver peut utiliser la magie pour flotter, et Shin s'élève inopinément vers lui avec son équipement, et lui porte un coup en utilisant ses flammes. Mais Oliver le repousse à l'aide d'une puissante vague d'énergie. Ses lunettes se brisent, et l'on peut voir qu'il est un démon qui a parfaitement contrôlé son corps. Oliver est très fier d'avoir atteint un niveau que les humains ne pourront pas dépasser, et Shin n'abandonne pas, et attaque Oliver sur un coup de tête. Et tout le monde pense qu'il a fait une erreur, mais en réalité, il ne faisait que gagner du temps pour
activer un sort dévastateur qui est basé sur la concentration de la lumière du soleil sur un seul point. Shin active des dizaines de rayons de soleil qui transpercent le toit et touchent Oliver. Ces coups provoquent une énorme explosion. La zone touchée par les rayons du soleil se transforme en vert sous l'effet de la chaleur. Et même si Oliver a été touché, Shin croit encore qu'il est peut-être en vie. Shin remercie les magiciens de la cour pour leur aide, même s'ils n'ont pas aidé du tout. Mais l'important dans ces moments-là, c'est d'être humble et d'attribuer tous ses mérites au gouvernement. Les magiciens de la cour demandent ce que c'est que ce sort de lumière solaire. Lorsque Shin commence à expliquer les effets de sa magie, les magiciens ne comprennent rien. Le lendemain, Shin et ses amis se rendent à la forge tenue par la famille de Mark. Tout le monde est heureux, mais Shin est toujours triste, car il croit qu'Oliver est toujours en vie. Augusto est choqué d'entendre cela, et Shin explique que son attaque a concentré la lumière du soleil et créé des cratères de verre sur le sol, mais qu'il n'a pas eu l'impression que sa magie était entrée en contact direct avec l'ennemi. Il pense que l'énorme explosion a été provoquée par Oliver pour qu'il puisse s'échapper en toute sécurité. Augusto trouve cette théorie logique et demande à Shin de commander ce qu'il veut à la forge. La famille royale paiera la totalité de la facture. Le prince déclare que Shin étant le seul à pouvoir combattre Oliver, il est urgent de l'équiper du meilleur matériel. Sur ce, ils arrivent bientôt à la forge, où Mark et Olivia les attendent pour les accueillir. Les filles emmènent Oliver participer à un podcast sur la culture féminine, tandis que les garçons entrent dans la boutique d'armes. Mais le propriétaire de la boutique n'est pas content de voir autant de gens entrer dans son magasin. Il dit que ces produits ne sont pas destinés aux enfants de merde. Mais c'est alors qu'Auguste se présente comme le prince héritier. Et en entendant cela, le forgeron et tous ses employés s'agenouillent et obligent Auguste à le frapper. Augustus lui présente Shin, mais celui-ci flippe à nouveau lorsqu'il apprend qu'il est le petit-fils du grand sage et le nouveau héros. Augusto révèle que Shin veut une épée spéciale adaptée à ses capacités. Après avoir révélé les détails, il quitte le magasin et découvre que Cécilie et Maria ont laissé l'autre fille fatiguée. Qu'ont-elles fait? Shin demande à Mark que sa famille vend d'autres choses que des armures, et le garçon répond qu'ils vendent des articles de cuisine et qu'au 3e étage, ils vendent des accessoires. Shin regarde alors Cécilie et lui demande si elle veut une casserole pour faire la vaisselle, mais la jeune fille est gênée et dit que recevoir une casserole est comme une demande en mariage. Elle n'acceptera donc qu'une alliance. Cependant, Shin révèle qu'il voulait simplement enchanter n'importe quoi pour qu'elle puisse l'utiliser, afin qu'elle soit mieux protégée, et la jeune fille finit par se sentir triste à ce sujet. Il demande à la jeune fille si elle ne veut vraiment pas d'une casserole ou d'une machine à laver, mais elle insiste pour recevoir une simple bague de mariage plus chère du magasin. Après l'avoir achetée, il la place sur la main de la jeune fille et lui dit que cet objet la protégera. Quelques jours plus tard, Shin est habillé pour sa cérémonie de remise de prix. Il est présenté à la cour royale et applaudi par des nobles de haut rang. Le roi lui remet une médaille et la cour annonce que Shin ne doit pas être utilisé à des fins militaires ou politiques. Il est également expliqué à tout le monde qu'en cas de rupture de l'accord, Merlin et sa famille seront expulsés de la nation. Shin surprend tout le monde en arrivant à l'école avec sa magie de portail et il explique à tout le monde qu'il a dû échapper à la foule de fans chez lui. Il explique à une Lin curieuse que le concept de son portail consiste à réduire la distance entre deux endroits au lieu de la téléportation traditionnelle qui utilise beaucoup de mana. Et bien sûr, elle ne comprend pas parce qu'elle est stupide. Il l'encourage donc en lui révélant que Merlin lui-même ne peut pas comprendre le concept puisque Merlin n'a pas de hack, alors que Shin en a un. Il suggère ensuite au groupe de se mettre à niveau, car ils sont faibles. De plus, la capitale royale est de moins en moins sûre, et il explique qu'ils doivent d'abord apprendre la quantité de magie dont chacun dispose, contrairement à la croyance commune selon laquelle les sorts de plus haut niveau nécessitent des enchantements. Shin révèle à tout le monde que la magie est une question de quantité de magie, et que la magie est le carburant des sorts. Il examine d'abord la barrière de Maria, qui semble très fine, comme mon grand garçon. Il demande ensuite à Cécilie de fabriquer une barrière à l'aide de l'accessoire enchanté qu'il lui a donné. Et lorsqu'elle le fait, la barrière devient plus épaisse, plus ferme, plus dure et plus veineuse. Et ce uniquement parce que l'anneau qu'il lui a donné a été enchanté pour rendre son contrôle de la magie plus précis. Shin décide de montrer au groupe la quantité de magie qu'il peut contrôler, mais lorsqu'il le fait, la densité est si grande que tout le monde manque de s'étouffer sous la pression. Certains se salissent même avec leur propre merde. Shin leur dit qu'ils ne pourront affronter un démon de ce niveau que lorsqu'ils auront atteint ce niveau de contrôle magique, celui qui permet à une personne de se chier dessus rien qu'en libérant son pouvoir. S'ils n'atteignent pas ce niveau, ils n'auront aucune chance. Il emmène ensuite tout le monde chez lui et ses amis sont très excités à l'idée de rencontrer le légendaire sage Yaguru. Shin explique à ses grands-parents qu'il y avait une autre foule devant la porte de l'école et Merlin rit en lui disant que c'est le prix à payer pour être une célébrité. Il découvre alors que Shin entraîne ses amis dans son club d'études. Les élèves demandent alors à Merlin si c'est lui qui a appris à Shin les étranges formules magiques qu'il maîtrise et il répond qu'après lui avoir enseigné les bases, le garçon a commencé à inventer lui-même des formules magiques. Merlin dit que normalement les magiciens se concentrent sur la visualisation du résultat de leur sort, alors que Shin se concentre sur le processus. Il demande ensuite aux élèves s'ils savent comment le feu brûle, mais s'ils ne savent rien de la combustion. Merlin dit qu'il ne sait pas non plus, mais qu'il
qu'il sait que son petit-fils sait quelque chose de plus, comme s'il était un homme qui vivait autrefois dans un monde où tous les secrets avaient déjà été découverts et révélés aux gens normaux, et que maintenant cet homme s'est réincarné dans un monde fantastique et qu'il utilise tout cela pour pirater le monde. Merlin avait tout à fait raison, car Shin vole littéralement, utilisant ses connaissances avancées pour améliorer sa magie. Et il ne l'enseigne à personne, égoïstement. Pendant qu'il vole, les autres sorciers de ce monde sont comme des singes qui crient et chantent pour réciter des sorts. Cela dit, Merlin les informe qu'en utilisant les connaissances et les explications de Shin, ils pourront tous devenir plus forts. Sur ce, il active sa magie de portail, ce qui surprend Shin. Le vieil homme rit et dit que même s'il a eu du mal à comprendre au début, il a fini par comprendre les principes de cette magie et a pu la maîtriser. Il explique aux élèves de Shin que son petit-fils n'est pas le seul à pouvoir utiliser cette magie. Et Merlin renforce sa théorie en disant que si l'on comprend bien les principes et que l'on visualise bien le processus, on peut activer une magie similaire, ce qui donne à tout le monde une étincelle de confiance. Le lendemain, elle arrive à l'école couverte d'échymoses et les cheveux roussis. Shin lui demande ce qui lui est arrivé et elle répond qu'elle s'entraînait à contrôler sa magie, mais qu'elle a perdu le contrôle, ce qui a provoqué une petite explosion. Shin s'inquiète pour elle, mais Lin lui répond que ce n'est pas nouveau pour elle, car son père est un magicien de la cour. Plus tard, Shin et ses amis se rendent à l'atelier du forgeron et le premier prototype de leurs épées spéciales est prêt. Il leur suffit d'appuyer sur la gâchette pour que la lame soit éjectée et que Shin puisse en mettre une nouvelle à la place. En fait, ils ont volé la lame de Shingeki qu'Odin avait mise dans son animé. Tony, celui qui a donné l'idée à Shin, est très impressionné par la performance. Augusto demande à Shin s'il serait d'accord pour qu'ils utilisent ces épées spéciales dans leur armée, et il ne parle évidemment pas de l'épée à ultrasons, mais de l'épée à lame remplaçable. Il pense qu'en faisant cela, ils peuvent maintenir leur budget militaire bas et améliorer leur force, ce qui sera bientôt nécessaire, car il y a un risque qu'une nouvelle guerre avec le pays voisin se produise. Les autres élèves le savent aussi, et ils pensent que si une guerre éclate, ils seront également enrôlés. Augusto leur dit de ne pas s'inquiéter pour l'instant, et assure à Shin que le pays tiendra sa promesse et qu'il ne sera pas entraîné dans la guerre. Mais Shin répond que même s'il ne le convoque pas, il ne restera pas les bras croisés si ses amis sont en danger. Si jamais une catastrophe se produit, il se joindra à la bataille pour les protéger. Pendant ce temps, le survivant Oliver a déjà mis ses plans à exécution. Il utilise son assez classe pour inciter l'empereur de l'Empire à entrer en guerre, proclamant que ses ennemis ont déjà des problèmes avec les démons. Cependant, lorsque les forces de l'Empire attaquent leurs ennemis, ils découvrent que ces derniers étaient déjà prêts à les accueillir. L'armée de l'Empire subit de lourdes pertes au cours de la guerre, et l'empereur apprend que des démons ont été aperçus dans sa capitale. L'empereur se replie instantanément, mais lorsqu'il atteint la capitale, il constate que tout a déjà été dévasté par les démons. Lorsque l'empereur atteint la salle du trône, il y trouve Oliver qui l'attend. Il déclare vouloir le tuer personnellement, et avant que le roi ne puisse demander de l'aide, Oliver le lie à l'aide de sa magie, puis envoie le roi dans l'oubli. De l'autre côté de l'écran, les ennemis pénètrent dans l'Empire pour en finir une fois pour toutes avec leur ennemi, mais ils sont accueillis par un groupe de démons menés par Oliver. Ils battent immédiatement en retraite et font part de leur découverte au roi, qui se rend compte qu'il a un problème bien plus important que la guerre sur les bras. Le royaume où se trouve Shin est désormais en état d'alerte, et même l'école cherche à améliorer les mouvements et les prouesses au combat de chacun, de sorte qu'un entraînement en collaboration avec l'ordre des chevaliers est annoncé dans toute l'école. La classe tombe immédiatement dans une profonde dépression, car les chevaliers et les mages n'ont pas une relation très amicale. De plus, les chevaliers traitent souvent les étudiants en magie de brute, car ils sont faibles, tandis qu'ils appellent les chevaliers des cerveaux musclés, car il leur suffit de tenir un objet épais et lourd pour vaincre leurs ennemis. Shin essaie de dire que tout le monde devrait s'entendre et se féliciter, mais il est attaqué verbalement par un ami qui lui dit qu'il peut rejoindre soit les chevaliers, soit les mages. Shin révèle alors le nom de son professeur d'art physique, et tout le monde est choqué, car ce maudit homme est considéré comme un saint de l'épée. Malheureusement, Shin ne parvient pas à convaincre tout le monde de travailler en harmonie avec les chevaliers. Le lendemain, les chevaliers et les mages se préparent à mener une armée de chasseurs de démons dans une forêt. Tout le monde est rassemblé devant les portes de la ville, et Shin est avec son petit groupe de favoris, Auguste, Cecilia et Maria. Bientôt, le groupe de chevaliers qui leur tiendra compagnie arrive, et sans savoir que Shin est le nouveau grand héros, ils commencent tous à dire du mal de lui, en disant qu'ils croient que le héros les ralentira. Ils se présentent tous, et Shin leur demande s'ils ont déjà combattu un démon, mais ils prennent immédiatement sa question pour une offense. Il leur révèle que s'ils ne travaillent pas ensemble, c'est la mort assurée. Cependant, une femme chevalier souffrant de syndrome prémenstruel se lève pour dire des bêtises, affirmant que les chevaliers sont pleins de virilité et qu'ils vainquent tout ce qui se présente à eux. L'attitude de la jeune fille irrite Auguste, qui demande à Shin de n'éliminer aucun démon et d'agir au bon moment, afin que ses chevaliers comprennent qu'ils ont besoin de l'aide des magiciens. Arrivés à l'endroit désigné, ils sont accueillis par leurs superviseurs, Christina et Siegfried. Shin les supplie de ne pas se battre, mais il y a des choses qui sont impossibles même pour un hacker. De nulle part, plusieurs filles commencent à se rassembler autour de Sieg, et de l'autre côté, Christina s'occupe également de ses fans. Shin révèle qu'il ne savait pas qu'ils avaient autant de fans, mais Auguste le lui dit, ces deux-là sont
très populaires, car ils constituent la principale ligne de défense du roi. Mais le prince n'a pas l'intention de laisser qui que ce soit se détendre. Il explique au superviseur son idée de laisser les chevaliers commencer seuls la bataille, et que les magiciens n'agissent qu'en cas de nécessité. Ainsi, les chevaliers comprendront leurs limites. Les dirigeants sont d'accord, et tout le monde continue, les chevaliers restant sur leur garde. En chemin, Shin aperçoit un sanglier démoniaque et devient triste, car sans son aura démoniaque de roc, ce sanglier ferait un excellent repas. Siegfried est averti que tout le monde se prépare à combattre. Cependant, le sanglier brise facilement leur formation, et au bon moment, Shin agit en coupant le petit animal en deux d'un seul coup. Les chevaliers sont réprimandés pour ne pas avoir connu leurs limites, et Christina s'assure de leur faire prendre conscience de leurs faiblesses. Après cela, Cécilie guérit leurs blessures, et tous deviennent humbles, et expriment leur vif désir de travailler avec les magiciens. De plus, ils traitent Cécilie comme une déesse, ce qui finit par irriter Shin, qui est déjà amoureux de la jeune fille. Mais son sang japonais ne lui permet pas de s'en rendre compte, et même s'il s'en rend compte, il est peu probable qu'il le révèle. Une femme chevalier est également en colère, car elle n'a jamais été traitée comme une princesse. On apprend alors que plus de 100 démons se dirigent vers eux. Shin confirme cette information avec sa détection, puis propose à tout le monde de rester hors de son chemin, afin qu'il puisse exterminer seul les 100 démons. Sa proposition étant acceptée, il en profite pour évacuer sa colère, en utilisant le sortilège de la mini-bombe atomique, qui provoque l'élimination instantanée des 100 démons. Malheureusement, sa magie laisse toute la forêt en ruine. Non seulement cela, mais tout le monde devient fou en voyant l'étendue du pouvoir de Shin, et après avoir vu une telle puissance, ils regrettent tous d'avoir dit du mal du grand héros Shin. Et cette fille avec MPD s'excuse aussi, et elle demande aussi si Cécilie et Shin sortent ensemble, et ils sont tous les deux guéris en entendant cela. Mais la pauvre chevalière demandait seulement cela pour voir si elle pouvait draguer Shin avec plus de respect. Après cela, le groupe commence enfin à travailler en équipe. Ils rencontrent un ours démoniaque, et tandis que les chevaliers forment la première ligne de défense, les mages commencent à attaquer l'ours avec des boules de feu. L'ours démoniaque s'agite et est distrait par le feu, ce qui permet aux chevaliers d'attaquer. Shin les défend des attaques de l'ours à l'aide d'une barrière magique, et les chevaliers attaquent de tous les côtés, et quand tout est fini, Cécilie leur tend la main pour les guérir. Après cela, les chevaliers se rendent sur place et appellent Cécilie une déesse, bien qu'ils sachent qu'elle appartient à un autre homme, ce qui irrite Shin une fois de plus. Sig et Christine sont impressionnés par l'amélioration du travail d'équipe, et Sig se rend sur place et demande pourquoi les compagnons de Shin sont plus forts que la moyenne. Puis il révèle qu'il a créé un groupe d'études et qu'il a transmis son savoir légendaire à chacun d'entre eux. Sig est très curieux au sujet de son groupe et dit qu'il souhaite également apprendre de Shin, mais Auguste l'en empêche et déclare que puisqu'il est membre de l'armée, apprendre la magie de Shin serait une violation de sa promesse à Merlin. De plus, la magie de Shin est si puissante qu'elle pourrait détruire le monde si elle tombait entre de mauvaises mains. Auguste sermonne même Shin, lui disant de faire attention à ne pas répandre davantage le savoir magique, et Siegfried accepte son avertissement, puis demande qu'il soit au moins autorisé à pratiquer les bases enseignées par Merlin. Auguste lui explique que les enseignements de Merlin sont simples et qu'il lui suffit de pratiquer son contrôle magique tous les jours, ce qui le rendra plus fort avec le temps. Sig pense qu'Auguste cache la vérité, mais Auguste appelle Maria et Cécilie et leur demande de montrer leur progrès. Elles exécutent la magie de la barrière, comme Shin le leur a montré, et Siegfried est stupéfait par l'épaisseur et la solidité de leur barrière. Aux yeux de Sig, tout cela est incroyable, mais Auguste lui dit que s'il pratique le contrôle magique tous les jours, il parviendra rapidement à ce résultat. Maria dit alors que son bouclier est plus mince que celui de Shin, mais elle sait qu'elle ne pourra jamais le surpasser, car il est le fils du grand sage. Cependant, Sig la motive à croire en elle, parce qu'elle est spéciale. Ces paroles font tourner la tête de cette jeune fille célibataire, et maintenant Sig dit qu'il va aussi pratiquer le contrôle de la magie tous les jours, et qu'il donnera bientôt son avis à tous les autres. Shin se demande alors comment ses amis se débrouillent dans leur groupe, et les pensées de notre héros font basculer la scène vers ses amis. Dans un autre endroit de la forêt, Mark, Olivia, Tony et Julius sont réunis avec quelques connaissants. Un chevalier est particulièrement hostile à l'égard de Tony, car ils étaient amis au lycée, mais Tony l'a quitté pour rejoindre l'académie de magie. Soudain, un démon loup les attaque, et le chevalier court pour l'affronter seul, malgré l'avertissement du superviseur selon lequel il n'est pas prudent d'agir seul. Il s'exécute, et plus loin, d'autres démons loups l'attaquent, mettant les chevaliers en difficulté. Mais Tony et les autres sorciers aident à les éliminer, en tirant sur les démons à distance. Le superviseur est surpris de voir que les démons ont été complètement détruits, et qu'il ne reste que des cratères sur le sol. Tony s'approche de son ancien ami, qu'il ignore toujours. Ses amis lui demandent alors s'il y a une autre raison à cette hostilité. Et Tony réfléchit un moment, avant de réaliser quelque chose d'autre. Son ami avait le béguin pour une certaine fille, mais elle l'a avoué à Tony, et il est sorti avec elle pendant une courte période, ce qui a fini par beaucoup ennuyer son ami. Personne n'aime les tricheurs. De l'autre côté de l'écran, un autre groupe a fini par être formé par Lynn, Alice et Yuritor, et les chevaliers faisaient toutes sortes de commentaires sexistes pour les provoquer. Cependant, lorsqu'ils sont attaqués par une meute de petits chiens démoniaques, ils révèlent à quel point ils sont pathétiques, et les filles perdent patience en voyant leur faiblesse et s'occupent des démons avec leur magie. La magie de Lynn devient incontrôlable et explose soudainement, causant des dommages mineurs à son groupe.
Bien plus tard, tout le monde se rassemble à la porte de la ville et Shin trouve le groupe de Lin avec des cheveux ébouriffés et découvre qu'ils sont ainsi parce que Lin n'a pas pu contrôler ses pouvoirs. Il voit aussi Tony et son ancien ami se battre et les autres élèves demandent à Shin ce qui s'est passé de son côté et Maria dit que Shin et Cecilia flirtaient ensemble pendant la mission. Ils rougissent tous les deux, Maria arrête de plaisanter et dit qu'avec le soutien de Shin, le problème des chevaliers est facilement résolu. Il suffit de leur appliquer la dictature. Augustus prend la tête de la conversation et déclare que tous les membres de son groupe d'études, à l'exception de Shin, seront placés sous supervision nationale, car il pense que grâce à ce voyage qu'ils ont fait avec Shin, ils sont tous devenus très forts et formeront une unité spéciale directement sous son contrôle. Mais même ainsi, les autres nations peuvent essayer de les mettre de leur côté. Donc ils doivent rester loyaux envers leur royaume. Shin finit par s'excuser auprès de ses amis d'avoir changé leur vie si radicalement, mais tout le monde en est très heureux. Ils pensent que c'est incroyable d'avoir un emploi d'élite déjà assuré, alors qu'ils n'ont même pas obtenu leur diplôme. Tout le monde demande à Shin de leur enseigner encore plus, et Shin se rend compte que s'ils sont formés par lui, un jour ils seront tous capables de sauver le monde. Mais pour cela, ils doivent devenir beaucoup plus forts. Quelques jours plus tard, Shin emmène les filles de son groupe d'études pratiquer la magie dans les montagnes avides, et l'évolution de leur pouvoir finit par être terrifiante. Et Augustus commente que les regarder est presque comme regarder la plus grande puissance magique, l'armée de sa nation, vivre. Et Shin dit qu'il les a amenés à cet endroit parce qu'il est très familier avec cet endroit, et qu'ici personne ne le regardera. Une fois l'entraînement terminé, Augustus s'adresse à tout le monde et leur donne quelques informations nobles sur les démons. Il précise que ces informations sont un secret d'État, mais que toutes les personnes ici présentes ne sont plus qualifiées pour être de simples citoyens normaux. Lorsque la guerre contre les démons commencera, ils constitueront une partie importante de l'armée, mourant sur le front, et ils doivent donc en savoir le plus possible sur leurs ennemis. Augustus révèle alors qu'à présent, les démons font des ravages dans l'Empire bétien, infligeant des dommages irréparables aux villes et aux villages, traitant nobles et roturiers sur un pied d'égalité lorsqu'il s'agit de les massacrer. Et bien qu'il sache cela, son père ne peut pas partir en guerre contre les démons sans une préparation adéquate. Et le pire de tout est que le nombre de démons ne cesse d'augmenter. Shin est persuadé qu'Oliver est toujours en vie et qu'il est derrière tout ça. Et il sait que si quelqu'un doit un jour vaincre cet homme, il sera le seul capable de le faire. C'est pourquoi il propose un camp d'entraînement, afin de rendre tout le monde assez fort pour affronter les démons et leurs créateurs. Augustus suggère qu'ils aillent dans un endroit où ils pourront se détendre tout en s'entraînant beaucoup. Maria dit alors à tout le monde d'aller chez Cecilia, dont la famille possède une source d'eau chaude. En bon japonais, Shin adore l'idée et accepte immédiatement. Il en parle à ses grands-parents qui le soutiennent. Cependant, Melinda demande qui va les superviser, et Shin révèle qu'il n'a personne pour le faire. Comme il est très dangereux de laisser une bande de jeunes magiciens seuls, elle décide de les superviser, même si, en réalité, elle veut juste profiter des sources thermales. Merlin, si vous ne savez pas ce que c'est, dit qu'il participera également à la supervision. Peu de temps après, ils arrivent à la ville des sources chaudes, et en arrivant au manoir de Cecilia, les employés de Cecilia accueillent tout le monde. Et apparemment, ils ont déjà accepté Shin comme leur futur génie. Plus tard, ils se baignent dans les sources chaudes, et Merlin remercie les garçons de s'être liés d'amitié avec Shin, car il n'a jamais eu d'amis de son âge. Le prince Auguste remercie Merlin, disant qu'il n'a jamais eu d'amis qui le traitent de manière informelle comme Shin le fait. Il est heureux que Shin le traite comme il le souhaite, et les autres se joignent à lui pour témoigner de l'impact que Shin a eu sur leur vie. Shin est comme Jésus dans la vie de chacun. Il les a tous sauvés. Le lendemain matin, tout le monde commence l'entraînement au contrôle de la magie, sous la supervision de Merlin. Il leur donne des conseils personnalisés en fonction de leur performance. Et comme d'habitude, Lynn libère trop de magie qu'elle ne peut pas contrôler. Cette fois, Merlin lui dit d'arrêter et protège tout le monde de l'explosion. Ensuite, Melinda donne aux élèves des cours sur l'équipement magique et les techniques d'incantation. Shin les emmène ensuite dans les montagnes pour un entraînement pratique, et les élèves font exploser des sorts magiques sans sorts arcaniques. En les observant, Melinda pense qu'ils sont déjà assez forts pour soulager l'équipe du département de magie. En revanche, Shin et Merlin pensent qu'ils doivent encore s'améliorer. Shin sait que s'ils doivent combattre une armée de démons libérés par ce maudit ennemi, tout le monde ici, y compris lui, doit devenir plus fort. Cependant, les autres ne prennent pas ces paroles au sérieux et dressent immédiatement leur barrière magique pour se protéger de l'onde de choc du nouveau sort que Shin s'apprête à tester. Il visualise d'abord un gaz hautement combustible pour créer des boules de feu bleues, puis les combine en une boule de feu géante. Ensuite, il crée une tornade autour de la boule de feu tout en la dirigeant vers l'avant. Jusqu'à présent, Shin a utilisé ce sort comme une attaque de zone, mais cette fois-ci, il prévoit de contrôler sa direction et d'en faire une attaque ponctuelle. Il déclenche l'attaque et grâce à un meilleur contrôle de son pouvoir, il finit par tout détruire sur son passage. Alors que Shin est heureux que sa nouvelle technique ait fonctionné, Melinda le frappe durement avec son leck, le traitant d'imbécile. Elle lui demande pourquoi il a besoin d'une technique assez puissante pour détruire 3 collines à la fois. Et Shin répond avec colère qu'il ne pensait pas que cette magie
magie serait aussi puissante. Cependant, elle n'est pas satisfaite de sa réponse. Les autres élèves sont également terrifiés par son pouvoir, et personne ne croit Shin lorsqu'il essaie de dire que ce pouvoir n'avait rien de spécial. Pendant que tout le monde rentre chez lui, Augusto demande à Shin d'utiliser le sort de portail et de l'emmener au château, afin qu'il puisse se tenir au courant de la situation de la guerre. Shin accepte et l'emmène au château, où une blonde grincheuse attend le prince. Augusto est surpris de la voir et dit à Shin que cette fille est sa future femme, Alice. Elle se présente poliment à Shin et commence à attaquer Augusto pour être allée au camp et l'avoir laissé seule. La jeune sœur d'Augusto arrive également à ce moment-là et dit qu'elle est tout à fait d'accord avec sa future belle-sœur. Bien que son frère ne lui manque pas, elle lui en veut parce qu'il est toujours en train de camper avec ses idoles. En réponse, Augusto la taquine en lui disant qu'elle les rencontrera bientôt. Mais lorsqu'elle remarque la présence de Shin, elle devient encore plus nerveuse. Elle se présente à lui comme une grande fan de Belinda et Shin la trouve mignonne. Augusto demande aux deux filles ce qu'elles font ici et elles déclarent qu'elles vont camper avec lui. Il n'est pas prêt à les emmener à cet endroit, qu'il considère comme dangereux, et il crie qu'elles n'auront jamais la permission du roi pour le faire. Mais il se trompait, car son père lui dit d'emmener sa fiancée et sa jeune sœur au campement. Alors qu'Augustus est désemparé, Shin se contente de le dire, réalisant qu'il va s'amuser à le taquiner. Plus tard, Shin emmène tout le monde dans la ville des sources thermales en utilisant son portail, et la sœur d'Augustus, Amai, est ravie de voir qu'ils sont dans une ville complètement différente en une seconde. Augustus lui reproche d'être trop excité, et Shin lui tend la main. Amai le prend, et Augustus lui dit d'écouter tout ce que dit Shin et de ne pas s'éloigner de lui. Il se tourne ensuite vers sa fiancée et lui dit qu'elle peut rester au camp, mais qu'il n'y aura personne pour la dorloter. Elle répond que ce n'est pas grave, car elle n'est là que pour s'assurer qu'Auguste ne se laisse pas distraire par d'autres choses. Shin pense qu'elle est jalouse des filles du camp, mais elle dit qu'elle ne s'inquiète pas pour elle. En fait, c'est Shin qui l'inquiète, car chaque fois qu'il passe du temps avec Augusto, elle est encore plus irritée. Shin est immédiatement dégoûtée à l'idée qu'elle puisse croire qu'il se passe quelque chose entre lui et Augusto. Cependant, le prince a le sens des mots et dit tout haut qu'elle est la seule personne qu'il veut embrasser et fréquenter. Il révèle que Shin n'est qu'une nouvelle phase de sa vie et qu'il a juste fait un test pour voir si elle lui plaisait, mais qu'en réalité, il ne veut qu'elle. La jeune fille est touchée par ses paroles et décide de ne plus être en colère contre Augusto. Peu après, ils vont manger dans un restaurant et Augusto lui dit que Shin a déjà une petite amie, ce qui le rend nerveux. Augusto lui dit de cesser d'être un lâche et de clarifier sa position avec Cécilie, car il est évident pour tout le monde qu'ils sont tous les deux amoureux l'un de l'autre. Shin a encore des doutes et se demande ce qui se passera si son obsession est fausse et si sa relation avec Cécilie s'aggrave. En réponse, Augusto demande à Shin s'il est satisfait de la situation actuelle. Il lui demande s'il a l'intention de continuer à être un lâche, parce qu'un vrai homme doit agir et ne pas attendre que la fille fasse quelque chose. Même après qu'Augusto l'ait guidé sur le chemin d'un vrai homme, Shin est toujours un japonais. Il ne sait pas quoi faire et continue de penser au harem qu'il pourrait se constituer s'il n'avouait ses sentiments à personne. Au cours d'une conversation entre filles, Mei et la fiancée d'Augusto disent à Cécilie que Shin a beaucoup parlé d'elle et qu'elles forment un très joli couple. Les deux filles rougissent en entendant cela et Shin utilise presque une magie ultime pour les faire taire. Après cela, elle salue le vieux couple puissant. Mei devient nerveuse lorsqu'elle voit Melinda en personne et Shin lui dit que la jeune fille est sa grande fan. Elle aborde Mai seule et la trouve très jolie. Melinda dit qu'elle aurait aimé que Shin soit aussi adorable lorsqu'il était enfant, mais qu'il n'était qu'un fauteur de troubles qu'on ne pouvait jamais laisser tranquille, sous peine de le voir tuer la moitié de la forêt. Tout le monde est d'accord avec elle et souhaite que ses enfants ne soient pas aussi pénibles que lui. Shin est maintenant découragée, mais Cécilie dit alors qu'elle n'est pas d'accord avec eux. Elle dit que les enfants de Shin seront certainement merveilleux et elle rougit visiblement lorsqu'elle réalise ce qu'elle vient de dire. Alors que tout le monde se moque d'elle parce qu'elle se projette dans un avenir si lointain, Cécilie finit par s'énerver et s'enfuir, ne voulant pas laisser passer le moment. Augusto dit à Shin que cela devrait montrer clairement que Cécilie s'intéresse vraiment à lui et qu'il doit se réveiller, sinon la fille trouvera un vrai homme. Plus tard dans la nuit, alors que Shin se promène, il trouve Cécilie assise seule. Il s'approche d'elle, mais aucun des deux ne sait quoi dire. Après quelques maladresses, Cécilie s'excuse pour les paroles irréfléchies qu'elle a prononcées plus tôt. Et Shin répond qu'il était un peu heureux de l'entendre. Après cela, ils commencent à se remémorer leur première rencontre. Et Shin admet que la première fois qu'il l'a vue, il a senti un éclair frapper son cœur. Elle répond qu'elle le trouve aussi très beau. Et Shin trouve enfin le courage de déclarer son amour à Cécilie, qui se met à pleurer de joie en l'entendant. Elle répond qu'elle l'aime aussi, et Shin lui demande de devenir sa petite amie. Elle accepte, et ils partent pour un premier baiser. Cependant, leurs amis les espionnaient et sont sortis de leur cachette au dernier moment, les empêchant ainsi de s'embrasser pour la première fois. Non seulement ses amis, mais aussi ses grands-parents sont là pour le voir devenir un vrai homme. Cette journée a été tellement folle qu'il a même été annoncé devant tout le monde que Shin et Cécilie sortaient ensemble, et un noble disciple de Cécilie est également sorti des buissons pour les féliciter. Auguste félicite également Shin, mais lui demande de ne pas se laisser emporter par la romance, au point de négliger son entraînement. Shin lui demande pourquoi il aurait préparé tout cela pour sa confession, et Auguste
Auguste répond en disant qu'un homme qui reporte sa confession à cause de la guerre ne vit jamais pour la faire. Le lendemain, tout le monde arrive à la plage et Shin dit qu'ils ne sont pas là pour s'amuser, mais pour s'entraîner. Bien que nous sachions que l'entraînement à la plage est essentiellement du fanservice, ce qu'ils vont faire ici, c'est s'entraîner en lançant et en utilisant la magie sur la balle. Le jeu commence et Alice lance la balle très haut dans le ciel avant de sauter après elle en utilisant le sort de renforcement physique. Elle frappe la balle de toutes ses forces, mais Olivia la reçoit bien. Thor prépare la balle pour que Tony la frappe avec sa magie d'arc. Auguste la soulève avec sa magie de vent, puis Lynn saute et frappe la balle avec son sort de flamme. La balle enflammée va directement à Yuri, qui tente d'utiliser un bouclier d'eau, mais elle ne peut pas arrêter la balle, et le premier point est donc marqué, tandis que tous les autres sont également excités de jouer. Shin se demande s'il est si facile d'être bon au volleyball. Soudain, un tir de feu se dirige vers la grotte du prince Damae, mais Merlin le bloque rapidement, à l'aide de sa barrière magique, sauvant ainsi les filles. Par la suite, alors que la fille fait la leçon au responsable du tir manqué, Merlin dit qu'il pense que ce jeu est un bon moyen de pratiquer le contrôle de la magie, et dit à tout le monde de continuer à jouer, même s'il y a des pertes de vie. Après avoir joué toute la journée, tout le monde se retrouve au manoir le soir, et Shin découvre que toutes les personnes présentes connaissent Auguste et sa fille depuis qu'ils ont 5 ans. En gros, la royauté et la noblesse organisent une fête lorsque leurs enfants atteignent l'âge de 5 ans, et toutes les personnes du même âge sont invitées. Ils commencent à parler de fête, de leurs histoires d'amour et de leurs relations, quand Shin réalise soudain quelque chose et demande à tout le monde de se calmer. Sur ce, nous voyons Melina entrer dans la pièce et leur dire d'aller se coucher tôt, car demain, ils devront à nouveau s'entraîner. Cependant, les lumières sont éteintes et tout le monde se cache dans son lit. Ils parviennent presque à s'échapper, mais Shin et Cecilia se retrouvent dans le même lit et elle ne peut pas retenir ses gémissements. Et c'est son allaitement qu'elle contrôle à cause de son contact. Grâce à cela, Melina les trouve et ils finissent tous par se faire gronder. Le lendemain matin, les deux tourtereaux se retrouvent dans le couloir et rougissent en se rappelant le développement de l'intrigue qu'ils ont eu la nuit précédente. Shin tente de mettre fin à la conversation en disant qu'ils devraient aller prendre leur petit déjeuner. Mais avant cela, Cecilia lui dit qu'elle a une requête à lui faire. Elle veut qu'il rencontre ses parents et qu'il déclare officiellement sa relation avec elle. Elle veut qu'il le fasse avant que son père ne parte au travail. Shin pense que c'est une bonne idée, mais dès qu'il se retrouve devant les parents de Cecilia, il reste sans voix, un vrai lâche. Il prend une grande inspiration, rassemble tout son courage et leur annonce poliment qu'ils sortent ensemble. Il révèle qu'il est venu ici pour demander leur bénédiction. Shin craint que ses parents ne prennent mal cette nouvelle, mais contrairement à ce qu'il croyait, il s'en moque éperdument. Le père de Cecilia lui prend les mains et le remercie d'avoir choisi sa fille. Shin est stupéfait par cette réaction, mais la mère de Cecilia demande à son mari de se calmer un peu. Elle a une question à poser à Shin avant de l'accepter comme petit ami de sa fille. Elle dit qu'ils sont d'une famille noble et qu'ils ne peuvent pas permettre à une fille d'une famille noble de sortir avec quelqu'un sans être fiancée à son amant. Elle demande à Shin s'il est prêt à se fiancer avec elle et il répond avec assurance qu'il déteste les dieux et qu'il ne veut qu'une fille dans sa vie. Après ces belles paroles, les parents de Cecilia l'acceptent comme petit ami de leur fille. Peu après, ils retournent dans les montagnes pour s'entraîner et trouvent Tony et Thor en train de lancer des boules de feu en permanence. La fille d'Augusto est choquée, mais Shin lui dit que ce n'est qu'un échauffement. Roland s'approche d'elle et de Mike et leur demande s'ils sont également intéressés par un petit entraînement. La fille du prince refuse, disant qu'elle n'a aucun talent pour la magie, mais Mai est intéressée. Merlin commence le cours par un contrôle de base de la magie et découvre que Mai a beaucoup de potentiel, tout comme Merlin et Melinda. Il la félicite, ce qui rend toutes les filles jalouses. Lynn décide qu'elle ne perdra contre personne et concentre sa magie. Mais une fois de plus, elle en fait trop et se fait exploser. Après cela, Shin décide de créer un nouveau type de magie et ses amis se cachent derrière des barrières magiques car ils ne croient pas que ces expériences soient sans danger pour eux. Lorsque Shin ramasse un rocher, tout le monde renforce encore plus ses barrières magiques, mais il dit qu'il n'y a pas lieu de s'inquiéter car il ne crée pas de magie offensive. Shin libère alors une grande quantité de magie et commence à la verser dans le rocher. Il utilise le sort qu'il vient de créer et, soudain, le rocher se met à flotter dans les airs. Shin déclare que son test a été un succès et tous les autres n'en croient pas leurs yeux. Il lui demande d'expliquer son nouveau sort plus en détail et Shin répond qu'il s'agit d'une magie d'antigravité ou de lévitation. Personne ne comprend rien à ce qu'il dit, mais tout le monde est d'accord pour dire que Shin a fait quelque chose d'extraordinaire. Cependant, il dit que ce n'était qu'un test et que le vrai spectacle est sur le point de commencer. Il se jette un sort d'antigravité et flotte dans les airs. Il utilise alors sa magie du vent pour se déplacer. Il rit du résultat, car bien qu'il ne puisse pas se contrôler complètement, cela finit par être très amusant et tout le monde est surpris. Shin finit par révéler à tout le monde que l'ennemi appelé Oliver, celui qui a un pouvoir démoniaque, utilise également ce type de magie flottant. C'est pourquoi il a développé cette magie pour le combattre. Plus tard dans la nuit, Shin annonce à ses grands-parents qu'il est fiancé à Cicely. Ils sont surpris par cette nouvelle soudaine et Shin s'excuse de ne pas les avoir informés plus tôt. Cicely tente de le défendre et d'assumer la responsabilité, mais Melinda et Merlin n'y voient aucun inconvénient. Au contraire, ils s'attendaient à ce que cela arrive tôt ou tard. Cependant, avant de rendre les
fiançailles publiques, Melinda veut rencontrer les parents de Cicely et ils leur rendent donc visite. Merlin et Melinda révèlent alors qu'ils ne sont pas liés à Sheen par le sang et qu'ils voulaient en informer les parents de Cicely car ils pensent que l'une des principales raisons pour lesquelles ils ont accepté Sheen est qu'il est leur petit-fils. Le père de Cicely répond qu'il est déçu que Merlin et Melinda fassent si peu de cas de sa famille. Il affirme qu'elles ne sont pas intéressées et révèle que la raison pour laquelle elles ont accepté les fiançailles n'est pas parce que Sheen est leur petit-fils, mais parce qu'il tient beaucoup à Cicely et qu'il s'efforce constamment de la protéger. Ceux qui sont idiots croient cela. Tout ce qu'ils veulent vraiment, c'est l'argent, le pouvoir et la célébrité. Selon le scénario, les grands-parents de Sheen sont très heureux d'entendre cela et remercient les parents de Cicely d'avoir été si gentils. Ensuite, Sheen remercie ses grands-parents de l'avoir si bien élevé et tous deux sont émus aux larmes en entendant cela. Quelques jours plus tard, Sheen offre de nouveaux vêtements à tous les membres de son groupe. Ces nouveaux vêtements sont dotés d'enchantements de défense avancés, d'options de camouflage et d'un contrôle de la température. Tout le monde remarque que leurs uniformes ont dépassé le niveau d'un trésor national. Sheen leur explique alors qu'il n'a pas mis d'enchantement spécial sur ses bottes parce qu'il est difficile de les utiliser autrement. Et parmi tous ces idiots super forts, Augusto est le seul assez intelligent pour comprendre que Sheen leur donne des uniformes modernisés, car l'entraînement qui va suivre sera beaucoup plus dangereux. Tout le monde panique en entendant cela, et Sheen déclare qu'aujourd'hui, ils vont organiser un véritable entraînement au combat, et qu'ils vont affronter un démon de classe catastrophe. Ils ne pensent pas pouvoir y arriver, mais Sheen leur assure qu'ils sont déjà assez forts, et qu'en plus, leurs uniformes leur permettront de ne pas se blesser. Amei se plaint en disant qu'elle veut aussi se joindre à eux, mais Augusto le lui interdit, car l'entraînement d'aujourd'hui sera trop dangereux. Comme le grotto n'arrête pas de se plaindre, Sheen a une idée. Il crée un téléphone primitif avec des gobelets en papier et de la soie d'araignée démoniaque, et le teste en parlant à Amei après être entrée dans une autre pièce. Elle peut désormais s'entraîner à utiliser le téléphone pendant que tout le monde s'entraîne. Soudain, Melinda arrive à l'endroit où se trouvait Amei, et dès qu'elle voit le téléphone, elle attaque Sheen pour avoir créé quelque chose d'inhabituel. Lassé de son irritation, il accroche le téléphone à une statue et s'enfuit avec ses amis. Ils entrent dans la forêt et Cicely utilise la magie sensorielle pour localiser un démon de classe catastrophique. Le démon s'avère être un lion démonisé et Sheen dit qu'il est lent mais puissant, à la manière des âmes qui attaquent tardivement. Cicely dit qu'il devrait utiliser des attaques à distance pour le combattre et Sheen lui donne une tape sur la tête pour la féliciter. Il est beaucoup plus facile de leur dire ce qu'il faut faire en tant que mage à la manière de Souls. Les célibataires du groupe sont heureux de les voir flirter joyeusement et Sheen se transforme rapidement en homme d'affaires. Il est temps de se battre. Un groupe de personnes inutiles aux noms aléatoires est donc constitué en équipe pour combattre le lion démoniaque. Augusto est inquiet car tous ces gens ne sont que des figurants, mais Sheen pense qu'ils sont déjà assez forts pour vaincre un démon. Le lion les remarque et Sheen leur donne l'ordre de se préparer. Au signal de Sheen, il tire sur le lion démoniaque et lorsque les attaques des différents éléments frappent le lion de tous les côtés, il se rend compte à quel point il est foutu. C'est alors qu'une gigantesque explosion secoue toute la forêt et Sheen se rend compte qu'envoyer 5 personnes pour combattre un simple démon de classe catastrophique était complètement exagéré, car il n'y a plus qu'un cratère dans le sol, à l'endroit où se trouvait le démon. C'est à ce moment que Sheen réalise que si les figurants sont aussi forts, les personnages principaux peuvent probablement vaincre un démon de classe catastrophique par eux-mêmes. Il met cette théorie à l'épreuve, et elle finit par fonctionner. Et de tous, le seul à avoir appris à utiliser la lame ultrasonique de Sheen est Tony, parce qu'il sait comment faire vibrer sa main dans la salle de bain. Plus tard dans la soirée, Sheen s'habille très joliment, car sa fête de fiançailles va avoir lieu. Cicely vient dans sa chambre pour l'accueillir, et ce salaud ne peut pas la quitter des yeux. Ils se perdent trop dans le regard de l'autre. Mais la mère de Cicely arrive et leur dit de se dépêcher de descendre, car les invités les attendent. Ils reçoivent un accueil chaleureux de la part de leurs amis et de leur famille, et même du roi qui les félicite. Plus tard dans la nuit, Sheen et Cicely se rendent sur le balcon, où il sort une bague de fiançailles de sa poche et la demande officiellement en mariage. Cicely lui tend la main et il place la bague à son doigt. Ils s'embrassent enfin, et c'est ainsi que se termine l'anime. Mais non. Le lendemain, Sheen apprend à toute sa troupe à voler. Il leur lance simplement de la magie anti-gravité et ils utilisent la magie du vent pour contrôler leur vol. Il invente également le haut-parleur et le connecte au téléphone qu'il a créé plus tôt afin d'informer ses amis qu'ils doivent descendre, car il est temps pour la deuxième fournée de s'envoler. Pendant ce temps, dans l'Empire Blastia, Oliver et son armée de démons ont finalement détruit toutes les villes et villages voisins de manière logique. Il reçoit cette nouvelle de ses lieutenants, Zest et Myria. Myria se souvient que l'escouade de démons dirigée par Zest a attaqué un groupe de marchands, rendant la nourriture plus rare et plus chère. Ainsi, tandis que les nobles continuaient à vivre dans le luxe, les gens du peuple souffraient de la faim, et Oliver a utilisé leur ressentiment pour les transformer en démons. Ces démons massacrent alors toute la noblesse et détruisent les villes voisines, entraînant la ruine de l'Empire. Myria n'est pas tout à fait d'accord avec la façon d'agir d'Oliver. Si elle comprend sa haine pour les nobles, elle n'apprécie pas que de nombreux roturiers aient perdu la vie dans cette guerre. Peu après, Oliver réunit tous les démons qu'il contrôle. Il les remercie tous pour leur humble
noble et grand travail, et les démons se réjouissent. Cependant, Oliver déclare que son but était de renverser l'Empire, et que maintenant que c'est fait, il n'a plus rien à faire. Les démons ne sont pas heureux d'entendre cela, et déclarent qu'ils doivent continuer à conquérir les royaumes voisins, et ainsi finir par prendre le contrôle du monde. Oliver leur dit qu'ils peuvent faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils ne partagent pas leurs ambitions. Un démon décide de partir de lui-même, et Oliver lui dit qu'il est tout à fait libre de le faire. Il encourage même les autres démons à partir s'ils ont des ambitions. Après le départ de beaucoup d'entre eux, Myria demande à Oliver pourquoi il déteste tant l'Empire. Elle lui répond qu'elle a entendu dire qu'il était autrefois un duc impérial, et c'est à ce moment-là qu'Oliver réalise qu'il n'a jamais partagé sa triste histoire, et depuis qu'ils sont ensemble depuis si longtemps, il pense que c'est le bon moment pour le faire. Il leur raconte que son histoire a commencé il y a 2 ans, alors qu'il était un humain normal. À l'époque, il était duc, mais malgré sa position noble, il se mêlait souvent aux gens du peuple et les aidait à cultiver leurs terres. Son territoire prospérait grâce à ses politiques visionnaires, et sa femme allait bientôt donner naissance à leur premier enfant. Cependant, en raison de sa politique favorable aux roturiers, Oliver finit par se faire de nombreux ennemis, dont un homme qui deviendra plus tard l'empereur lui-même. Les nobles n'étant pas satisfaits de la richesse et de l'influence croissante d'Oliver, le futur empereur a élaboré un plan. Il demanda aux nobles de convoquer Oliver à la capitale et de l'y maintenir aussi longtemps que possible, période pendant laquelle il provoquerait la chute d'Oliver. Peu après, Oliver reçut une lettre d'autres nobles. Ils lui disent qu'ils sont également impatients d'adopter son grand plan. Il fut ravi de lire la lettre et décida d'assister à la réunion qu'ils organisaient au sujet des politiques. Sa femme était inquiète car elle savait que certains nobles étaient jaloux de son mari. Mais Oliver était l'un des meilleurs magiciens de tout l'Empire et elle était persuadée qu'il pouvait faire face à n'importe quelle situation. Quelques jours après qu'Oliver eut quitté son territoire, des gens commencèrent soudain à disparaître et les nobles firent courir la rumeur qu'ils avaient été enlevés et vendus comme esclaves par Luc lui-même. De plus en plus de gens commencèrent à croire les rumeurs qui décrivaient Oliver comme un méchant. Ils l'ont même traité de fasciste. Quelques semaines plus tard, ils ont même organisé un enlèvement et la fausse police envoyée par les nobles a montré aux roturiers des filles enlevées dans un chariot appartenant à Oliver. Cela a mis tout le monde en colère et ils ont décidé de prendre les choses en main. Ils ont mis le feu au manoir d'Oliver alors que la femme enceinte de ce dernier se trouvait encore à l'intérieur. Lorsqu'Oliver retourne sur son territoire, il est dévasté par la vue de sa maison en flammes. La vue de sa femme morte lui a brisé le cœur et il a demandé aux habitants de la ville pourquoi ils avaient commis un acte aussi cruel. Ils lui ont ensuite reproché d'avoir enlevé des gens et de les avoir vendus comme esclaves. Ils lui ont tous dit que la police impériale avait fourni suffisamment de preuves pour prouver qu'il avait commis de tels actes et que c'était pour cela qu'ils avaient tué sa femme et non lui. Eau de pâle. C'est à ce moment-là qu'Oliver comprit que les nobles avaient conspiré contre lui pour le détruire. Il devint fou et maudit les gens qui avaient reçu sa bonté. Non seulement cela, mais il maudit l'Empire tout entier qui avait permis aux nobles maléfiques de faire ce qu'ils voulaient sur leur territoire. Oliver est submergé par le chagrin et la colère et une énergie noire commence à se répandre autour de lui. Il déclara alors qu'il allait détruire le peuple et l'Empire. C'est à ce moment qu'il se transforma en démon et rien qu'avec sa transformation en démon, il libéra suffisamment d'énergie pour détruire complètement sa ville. À la fin de la destruction, il rit et jure qu'il détruira l'Empire de l'empereur jusqu'au dernier roturier. Après avoir entendu son histoire, Zest pense que puisqu'il a commencé à détruire l'Empire, il a besoin d'autre chose à faire maintenant. C'est pourquoi il demande à son assistant d'attaquer un petit royaume voisin, ce qui obligera Shin à sortir et à les combattre. Pendant ce temps, dans la capitale, la cérémonie de couronnement du prince Auguste se déroule, quand soudain un messager arrive avec la nouvelle que des démons ont été repérés près de la frontière. Tout le monde panique en entendant cela, mais Augustus leur dit de se calmer, car ils ont une unité spéciale qui est parfaitement capable de combattre les démons. Il appelle ensuite Shin sur scène et le présente au public comme le nouveau héros qui a arrêté une attaque de démons contre l'Académie de magie. Augustus dit qu'ils sont devenus plus forts grâce à lui, puis il enlève sa cape pour révéler l'uniforme de combat qu'il porte en dessous. Il demande alors à Shin de s'adresser au public et de donner une performance cool qui calmera leur cœur, et lui demande également de trouver un nom cool pour le groupe. La première partie de la demande est facile, mais Shin a du mal à trouver un nom, et il déclare finalement qu'ils sont les meilleurs magiciens. Sur ce, Shin lance une magie flottante sur tout le monde et il s'envole vers la frontière pour s'occuper des démons. À ce moment-là, dans le petit royaume voisin, le commandant de nuit et ses soldats aperçoivent une horde de démons qui se dirige vers eux. Il se rend compte que son pays est condamné, car il n'est pas assez fort pour affronter les démons. Et même s'il envoie une demande de soutien aux autres royaumes, il faudra attendre une semaine pour que les renforts arrivent. Il appelle tous les magiciens disponibles et leur ordonne d'utiliser leur magie de barrière la plus puissante pour défendre les murs du château contre les attaques des démons. Il bloque la première vague d'attaque des démons grâce à un équipement de défense spécial. Pendant ce temps, Shin et son groupe s'envolent vers le royaume voisin. Et lorsqu'ils y arrivent, ils se présenteront sous le nom d'Ultimate and Magician, car il est déjà trop tard pour changer le nom que Shin a choisi. Alors qu'Augusto le taquine à ce sujet, Lynn dit qu'elle pense que c'est un très bon nom.
Elle dit que c'est la fille qui n'envoie que des explosions. Maria s'approche de lui et lui dit qu'elle est nerveuse à l'idée de se battre contre un démon. Mais Shin lui dit de se réjouir, car elle est plus forte qu'un démon maintenant. Il demande ensuite à Cecilia de rester en arrière et de s'occuper des blessés au lieu de se battre. Quant aux autres, Shin leur dit de former des paires et de vaincre les démons un par un. Le royaume est maintenant complètement encerclé par les démons qui continuent à bombarder la ville d'Attaque. Ils s'en prennent également aux civils qui fuient pour sauver leur vie. Alors qu'un couple de démons s'apprête à tuer une femme et sa fille, Shin leur donne un coup de pied au visage et les fait voler. Le partenaire du démon se met en colère et tente de les combattre. Il dit à Shin qu'il n'est qu'un simple humain comme lui et qu'il ne peut pas les affronter. Il dégaine son arme et commence à libérer sa magie. Et c'est à ce moment que Shin sort son canon à flamme bleue, faisant pisser le démon de peur. D'un seul coup, Shin anéantit le démon et pendant ce temps, Thor s'occupe du second démon. Ils aident ensuite la mère et la fille à se relever et leur indiquent le chemin du centre de secours. Shin est furieux lorsqu'il regarde autour de lui et voit la mort et la destruction partout. C'est alors qu'il aperçoit Auguste et Maria dans une haute tour. Auguste s'adresse aux habitants du pays et leur dit qu'il s'agit de renforts du royaume voisin et qu'ils sont là pour les protéger des démons. Il appelle ensuite les démons et leur dit de se rendre tranquillement car ils sont face au nouveau héros Shin qui est célèbre pour avoir tué plusieurs démons à lui tout seul. Les gens se réjouissent et applaudissent à cette nouvelle, mais les démons sont encore plus impatients de se battre. Le groupe se divise en paires de deux et se répartit dans la ville. Shin demande à l'un de ses compagnons de se rendre au centre de secours et de soigner les gens et lui demande d'être prudent en chemin. Aucun d'entre eux ne remarque que l'assistant de Zest est dans les parages et qu'il veut tester les compétences de Shin. Pendant ce temps, Alice et Aline forment une équipe et trouvent leur première cible grâce au sort de recherche. Elles tombent sur un démon qui a chassé un groupe de chevaliers sans grande difficulté. Le démon se moque d'elles parce qu'elles sont plus plates qu'une planche Soufi et leur demande si elles sont ici pour jouer avec des poupées Barbie ou quelque chose comme ça. Cela rend Alice furieuse et elle charge en avant tout en activant sa magie de flamme. Mais Aline la frappe avec le sort d'eau et éteint son feu, jouant ainsi contre sa propre équipe. En effet, elle lui dit que ce n'est pas le moment de se laisser emporter par ses émotions, car elles ont affaire au démon. Après avoir entendu cela, Alice se calme et dit qu'elle se battra plus patiemment maintenant. Mais Aline affirme que le démon est déjà mort. Elle l'a frappé avec une attaque d'eau à haute pression pendant qu'Alice était distraite. Soudain, elle entend le cri d'un chevalier torturé par un démon. Le démon s'amuse avec le chevalier et lui lance une attaque destructrice. Mais Aline et Alice arrivent juste à temps et le bloquent avec leur barrière magique. Ce démon dit aussi qu'Alice est plus lisse qu'un squelette. Puis elle se met en colère et le frappe avec un puissant sort de feu qui ne laisse même pas ses cendres derrière lui. Après cela, elles aident le chevalier à se relever. Mais il dit aux filles qu'il peut marcher seul jusqu'au centre de secours. Les filles décident alors de s'affronter pour savoir qui aura le plus de démons. Dans un autre lieu, celui qui a des yeux bloque un démon qui tente d'affronter Thor au corps à corps. Et lorsqu'un deuxième démon lance son attaque sur eux, Thor le bloque avec sa barrière. En même temps, il libère une lame de vent pour causer une profonde blessure dans le nez-bonne. Thor demande aux démons s'ils font cela sur ordre d'Oliver, mais celui-ci refuse de parler et l'attaque à nouveau. Thor utilise une lame de vent pour lui asséner plusieurs coups et le faire s'agenouiller. Il demande aux démons pourquoi lui et les autres démons essaient de ruiner ce pays. Et il répond en disant que c'est leur instinct de base. En tant que démons, leur devoir est désormais de détruire les choses. Il s'écrit qu'ils étaient remplis de haine envers la noblesse qui les opprimait et que lorsqu'ils se sont transformés en démons, ces sentiments ont explosé et leur ont donné le désir de tout détruire. Ils se préparent à se battre à nouveau, mais lui et son partenaire sont rapidement vaincus. Dans un autre lieu, deux démons ont acculé des chevaliers contre le mur et soudain un cercle magique apparaît sous l'un d'eux. Le démon malchanceux se fige instantanément et son partenaire trouve Yuri sur un toit voisin. Il s'apprête à l'attaquer, mais Tony charge avec sa lame ultrasonique et abat deux démons d'un seul coup. Au même moment, l'équipe de démons découvre l'existence du centre de secours et décide de l'attaquer. Mark est de garde sur le site, tenant nerveusement une épée pour combattre les démons. Un démon court vers lui, mais un énorme bloc de béton le frappe et il est écrasé sous lui. Olivia déclare qu'elle protégera son petit ami et le deuxième démon tente de l'attaquer, mais il est incendié par Mark qui déclare qu'il protégera sa petite amie. Le premier démon se relève en les maudissant, mais il lance une attaque combinée pour le vaincre instantanément. Au centre de secours, Cecilia s'efforce de soigner le nombre croissant de blessés. Pendant ce temps, Shin se débarrasse des démons et en élimine un grand nombre à chaque attaque. Il l'attaque de tous les côtés, mais il utilise divers sorts pour les anéantir complètement. Son assistant et son espion l'ont espionné pendant tout ce temps, et maintenant l'espion est en sueur parce que Shin est beaucoup plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Il était là pour juger de sa faiblesse, mais maintenant il pense que Shin est un point faible. Dans un autre endroit, Auguste et ses compagnons ont éliminé tous les démons des environs, mais il manque le chef des démons, qui croit que le prince est le chef du groupe humain et qui veut le tuer pour effrayer tout le monde. Auguste rit et dit que le nom de son groupe est les Ultimes Magiciens, et dit aux démons qu'il n'est pas le chef ni le plus fort. Cependant, il reconnaît que s'ils éliminent le chef,
les autres se décourageront. Et il a l'intention de le faire avec le chef des démons. Il défie le démon de l'attaquer en premier. Mais Maria lance soudain une attaque surprise sur le démon. Cependant, il se défend contre son attaque sournoise en utilisant 2 humains comme bouclier. Le démon lance alors ces 2 personnes vers eux. Et lorsque Maria tente d'esquiver, il est frappé d'un puissant coup de poing. Grâce à son armure défensive spéciale, la plupart des dégâts sont absorbés. Et si cela n'avait pas été le cas, Maria aurait eu plusieurs os cassés. Le démon lui attrape le bras et la projette contre un mur. Mais malgré cela, elle va bien. Elle insère une magie dans l'uniforme et les blessures de son corps commencent à guérir. Le démon s'en aperçoit et réalise que les parties non couvertes par l'uniforme sont encore vulnérables. Maria lui dit que c'est inutile, car même s'il s'en aperçoit, elle l'attaque avec une boule de feu, ce qui provoque une énorme explosion. Elle ne s'arrête pas et continue à le bombarder de boules de feu. Puis lorsque la fumée se dissipe, elle découvre que le démon est indemne. Il a utilisé un outil de défense spécial qu'il a obtenu après avoir vaincu des mages du royaume. Augusto et Maria se rendent compte que cet outil défensif est assez puissant, et le démon les nargue en leur disant d'essayer de l'attaquer maintenant. Maria et Augusto se regardent et courent immédiatement dans des directions opposées pour prendre le démon à revers. Augusto l'attaque avec de la magie foudroyante, mais le démon la bloque facilement en utilisant l'outil. Puis Maria attaque de l'autre côté, et il continue à bloquer les attaques incessantes, mais commence bientôt à perdre confiance, car ses adversaires ne semblent pas se fatiguer. Soudain, il perd sa concentration, et sa barrière s'affaiblit. Elle se brise comme ça. Il est touché par la boule de feu de Maria. Dès que le démon se relève après cette attaque, Augusto le frappe avec un sort de foudre, et crée un trou parfaitement circulaire dans sa poitrine. Le démon meurt ainsi, et Augusto et Maria poursuivent leur mission. L'assistant de Zest est choqué lorsqu'il découvre que non seulement Shin, mais toute l'équipe humaine est assez forte pour vaincre les démons. Et il se demande comment il va pouvoir traiter avec ces humains. Même les fidèles d'Oliver Hag pensent que Shin est trop puissant pour être vaincu par de simples démons. C'est pourquoi cette démonette se charge de distraire les magiciens et de donner aux démons une chance de s'échapper. Elle fait fondre et sauter la lourde porte qui protège la ville, puis provoque d'énormes explosions partout. Elle domine facilement les chevaliers et s'apprête à envoyer leur commandant dans un néant infini, quand soudain Lynn et Alice arrivent sur les lieux. Elles bloquent l'attaque de la démonette à l'aide de leurs barrières et demandent au commandant des chevaliers de battre en retraite, car il ne fera que les ralentir. La femme leur demande alors qui sont ses filles. Elles prennent alors une pose honteuse et déclarent qu'elles sont les meilleures magiciennes. Cela dit, Alice attaque avec sa magie de foudre, mais l'ennemi est très rapide et esquive facilement l'attaque. Peu après, Alice l'attaque au cou, mais elle esquive et l'attaque par derrière. Alice s'en sort sans trop de dégâts et se soigne grâce à son uniforme. L'ennemi est surprise de voir que son uniforme fonctionne, et Alice attaque à nouveau. Elle contre ses attaques, et lorsqu'Alice tente de se protéger, l'ennemi se glisse sous elle et la fait tomber. Shin tente de l'attaquer, mais l'ennemi tient Alice comme bouclier. De son côté, Zest, l'assistant, reçoit un message indiquant que le chef est là. Il ordonne immédiatement à tous les démons de battre en retraite, mais ceux-ci refusent de le faire. Soudain, Shin arrive et commence à les brûler avec ses flammes bleues. Les démons sont alors terrorisés et, après avoir vu le feu bleu les dévorer, ils finissent par s'enfuir. Ils continuent de les attaquer pendant leur fuite, mais ils atteignent les toits. C'est à ce moment que Shin utilise sa magie flottante pour les poursuivre. Il lance alors un rayon dévastateur pour détruire tous les démons. Cependant, certains s'échappent en sautant par-dessus le mur, et Shin est contraint d'arrêter ses attaques lorsque des chevaliers s'approchent. Soudain, il remarque d'énormes explosions au loin. Apparemment, l'ennemi se bat contre Lynn, et grâce au fait qu'elle a Alice en otage, elle la vainc facilement. Yuri et Tony arrivent également sur place et décident de les soutenir. Yuri attaque par derrière, mais elle se contente d'emmener Alice dans l'attaque. Alice utilise sa barrière pour se protéger de l'attaque, mais cela ne l'empêche pas d'entrer en collision frontale avec Yuri. Ils sont repérés, et Tony tente de les protéger avec sa lame ultrasonique. Il la balance alors que l'ennemi se précipite sur lui, mais elle esquive facilement le coup et le désarme avant de briser sa barrière. Elle lance alors une attaque dévastatrice à bout portant contre Tony, qui se retrouve projeté contre le mur. Soudain, un rayon de lumière se dirige vers elle, mais elle l'esquive et fait tomber l'un, qui se retrouve coincé entre les rochers. Alice est à présent sur pied et libère sa magie pour attaquer son ennemi. Cependant, la prochaine attaque vise Tony, et Alice est obligée de courir pour le défendre. Et lorsqu'elle utilise sa barrière pour dévier l'attaque de l'ennemi, elle finit par être assommée lorsque l'attaque de pierre frappe son estomac. Il ne reste plus que Yuri, qui tremble de peur lorsque l'ennemi s'approche d'elle. Soudain, Shin arrive et lui dit d'arrêter. Elle obéit et l'attend pendant qu'il libère Lynn et la soigne. Shin est furieux de voir ses amis blessés et demande à Yuri de s'occuper d'eux. L'ennemi est curieux de voir à quel point il est fort et se dirige vers lui. Shin l'attaque avec sa lame ultrasonique, mais elle l'esquive facilement et l'enferme dans une prison de pierre. Shin la traverse et découvre que son ennemi lui fonce dessus. Il bloque son attaque à l'aide de sa barrière, ce qui provoque une énorme explosion. C'est au tour de Shin de contre-attaquer, et son ennemi esquive de justesse un coup de sa lame ultrasonique. Soudain, Alice et les autres arrivent pour soutenir Shin, et son ennemi comprend que c'est l'occasion de
de s'échapper. Elle court vers la lumière de Shin, saisissant au passage le visage d'une grotte et l'écrasant au sol. Shin utilise ses bottes à réaction pour la poursuivre, mais son chemin est bloqué par un mur de glace lancé par l'assistant de Zest. Pour ne rien arranger, les démons préparent une attaque avec une puissance magique insensée. Shin regarde ses amis qui tiennent à peine le coup et pense qu'ils mourront tous si l'attaque les atteint. Alors que l'attaque destructrice de l'ennemi se déchaîne sur eux, chacun fait de son mieux pour se protéger. Bien sûr, Shin utilise tout son pouvoir pour créer une barrière géante afin de sauver tout le monde. Il fait de son mieux et pousse l'explosion vers le haut. Mais lorsque la fumée se dissipe, il découvre que les démons ont disparu. Heureusement, tous ses amis sont sains et saufs. Ils se regroupent et remarquent que la femme démon devait être un mage de haut niveau, vu sa force. Augusto ne comprend pas la raison de cette attaque et se demande à quoi pense Oliver. Mais l'important, c'est que tout le monde soit sain et sauf. Shin se dit même que cette attaque aurait pu les vaincre tous. Augusto demande à tout le monde de sauver les gens et de s'occuper des démons, mais leur conseille d'être prudents cette fois-ci. Shin et Augusto se rendent au centre de secours et découvrent que la situation y est très grave. Outre Cecilia, Mark et Olivia sont occupés à soigner les blessés. Ils indiquent le nombre de blessés et précisent que Cecilia soigne les plus graves à l'intérieur. Augusto décide d'appeler tout le monde à l'aide pour le traitement et demande à Shin de soutenir sa petite amie. À l'intérieur, Cecilia approche de la fin de sa magie, mais elle s'efforce toujours de sauver autant de vies qu'elle le peut. Bientôt, elle perd son pouvoir magique et le traitement de son patient est interrompu. Elle pleure en disant qu'elle ne peut plus rien faire pour lui, car ses blessures sont trop graves. Soudain, elle commence à se déshabiller, disant que ses vêtements sont imprégnés de magie auto-guérisseuse et que si elle habille un patient avec ses vêtements, il peut encore être sauvé. Cependant, Shin arrive à temps et la recouvre immédiatement de son manteau. Il lui dit que ses blessures sont trop graves pour être soignées par l'uniforme ou par elle, mais qu'il croit qu'elle peut encore sauver des gens. C'est à ce moment-là que Shin intervient et utilise une grande quantité de pouvoir magique pour guérir un homme. Il guérit les organes blessés, une partie à la fois, laissant l'homme complètement hors de danger. Alors que la femme du patient remercie Shin, Cecilia finit par être envahie par un complexe d'infériorité. Alors qu'il quitte la pièce, elle s'empare de l'uniforme de Shin, disant qu'il est trop extraordinaire et qu'elle ne pourrait jamais faire ce qu'il fait. Elle commence à pleurer, disant qu'elle est si inutile et qu'elle a toujours besoin de son aide. Et il lui dit que ce n'est pas vrai. Shin lui dit que si l'homme est encore en vie, c'est parce qu'elle l'a gardé grâce à sa magie et qu'il n'est pas le seul à pouvoir aider les gens. Il désigne les personnes qu'elle a sauvées et tout le monde remercie Cecilia en la qualifiant de canon. Après cela, les magiciens suprêmes traitent avec le roi, qui les remercie d'avoir sauvé son royaume. Auguste dit au roi qu'il y a certaines choses dans cet incident qui ne lui conviennent pas, parce qu'il ne comprend pas pourquoi Oliver attaquerait une si petite nation après avoir détruit un empire entier. Il explique au roi suédois que Shin a déjà combattu Oliver et l'a repoussé, et que cela devrait lui faire prendre conscience de son pouvoir. Cependant, Oliver continue d'attaquer tout le monde. C'est pourquoi Auguste veut former une alliance avec le roi de Suède, qui accepte d'unir ses forces à l'avenir. Après cela, le groupe se réunit et Shin pense qu'il devrait être prêt à affronter une nouvelle attaque de démons à tout moment. Auguste pense la même chose et ils déclarent tous qu'ils protégeront le monde ensemble. Peu après, ils retournent à la capitale en utilisant la magie des portes et trouvent un groupe de chevaliers et de mages qui les attendent. Ils organisent une fête pour célébrer le fait que les mages suprêmes ont chassé les démons et Shin a mal à la tête en entendant le nom ridicule qu'il a inventé. Il ne sait même pas s'il s'agit des ultimes magiciens ou des magiciens de la Cour suprême. Ce qui compte maintenant, c'est que bientôt, tous les autres arriveront aussi pour les féliciter de leurs exploits. Pendant ce temps, Auguste dit à son père qu'il a un rapport à faire et lui parle de l'alliance avec le roi de Suède. Il demande alors à son père la permission de contacter les autres nations et de les inviter à rejoindre l'alliance. Le roi lui donne la permission de contacter chaque nation et Shin reçoit l'autorisation de ses grands-parents de rejoindre Auguste dans son voyage. Les filles qui font partie de la famille d'Auguste veulent également participer à ce voyage et bien qu'Auguste s'y oppose, son père finit par donner son accord pour que ce genre de choses se produisent. Le lendemain, les magiciens suprêmes se mettent en route pour sauver le monde du danger des démons. C'est ainsi que se termine l'anime Kenja no Mago. Cette vidéo vous a plu? Vous voulez en voir d'autres? Likez, partagez et commentez ce que vous avez pensé. En tout cas, un gros bisou à tout le monde. Au revoir et à la prochaine vidéo. Je suis parti.